Si vous avez bien prêté attention, on a vu deux pilotes pas comme les autres dans le carré des interviews ce dimanche. Les deux pilotes de Apex GP étaient présents ce week-end dans le paddock pour le tournage du film F1, tout simplement. Et on a même eu droit au teaser avec de très belles images. Maintenant, il faudra le plus important, un scénario intéressant. Sorti été 2025. Salut tout le monde, bienvenue dans le Fast 5, 5 réactions sur le Grand Prix de Grande-Bretagne 2024 de Formule 1 et il s'en est passé des choses. C'est parti. On va parler de chaises et de musique d'abord parce que chez Red Bull et V-Carb, c'est un bordel. Alors Sergio Pérez a encore eu une mauvaise performance ce week-end, on a envie de lui taper dessus, mais on va quand même tenter de se faire un peu l'avocat du diable. Alors, son erreur en qualif, elle peut arriver vraiment à tout le monde. C'est l'un des premiers en slick et il a deux difficultés qui sont majeures. Une piste encore légèrement humide par endroits, la trage n'est pas tout à fait sèche, du moins visuellement c'était pas percutant, donc c'est un peu compliqué et ça va glisser de fou. Et puis deuxièmement, il faut garder les pneus en température et les mettre en route en même temps. Donc dans la voiture, il se passe pas mal de choses. Donc passer dans une flaque, c'est l'enfer. Alors il arrive trop vite à Copse, c'est ciao, le bac terminé, bonsoir. Éliminé encore une fois en Q1. Ricciardo juste derrière a failli se mettre dedans aussi d'ailleurs, donc mollo. Et Verstappen est passé au même endroit avec de la pluie qui retombait. Voilà, bon. Alors petite erreur, grosse conséquence pour le Mexicain, quand on pilote une Red Bull qui joue le haut du tableau, ça doit être une petite erreur joker entre guillemets, là ça commence à faire beaucoup trop parce que c'est loin d'être la première. Alors Verstappen se qualifie en moyenne en 2e position, quand Pérez se qualifie en moyenne en 12e position. En course dernièrement, c'est pas mieux parce que on ne voit même pas remonter le peloton, il galère et se bat avec une Haas par exemple en fin de course en Autriche, what the fuck. Ici à Silverstone, c'est la stratégie d'essayer quelque chose avec les intermédiaires qui a fini de le mettre dans la sauce, tout comme Charles Leclerc par exemple, qui a tenté et qui finalement a jeté aussi sa course par la fenêtre. Donc bon, fallait bien tenter quelque chose, il n'y avait rien d'autre à faire. Alors on dit que le Mexicain doit absolument performer rapidement parce qu'il y aurait des clauses de performance dans son contrat pour le faire sauter. Oui, il y en a, mais lesquelles précisément, personne ne le sait à part les intéressés. On parle même de le remplacer avant la trêve estivale ou peut-être après. Mais bon, ça c'est à chaque fois, c'est comme Helmut Marko, hein. Ça parle. Alors on verra, mais qui pour prendre sa place? Tsunoda a rempilé pour l'année prochaine chez V-Carb et de toute manière chez Red Bull, ils en veulent pas. Bon, je sais pas pourquoi, mais ils en veulent pas. Tant qu'il performe là où il est, c'est bien, faut qu'il reste là. Du coup, ça parle de Ricciardo, qui lui se prend globalement une volée par Tsunoda depuis le début de la saison. Là, il y a eu 7 dixièmes en qualif à Silverstone quand même, c'est pas rien. Échanger la peste pour le choléra du coup, je suis pas certain que ce soit le bon choix, je suis désolé de vous dire ça comme ça. Mais on parle quand même aussi de Liam Lawson, alors pourquoi pas, mais ça a été réfuté par Christian Horner ce matin même d'ailleurs. Et on voit même un Isaac Hadjar performer en Formule 2 qui a roulé avec la Red Bull de Pérez en FP1 ce week-end. Si vous voulez un Liam Lawson chez Red Bull et un Hadjar chez V-Carb, la jeunesse qui a la dalle, ça ferait quand même du bien plutôt que des vieux en fin de carrière. Hein, ça fait plus Red Bull les jeunes quoi. Enfin bref, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Bon, je peux enfin parler de Williams parce que dernièrement ça a été un peu la croix et la bannière pour eux et même depuis le début de la saison, ils n'ont pas continué sur leur bonne lancée de 2023, ce qui est assez dommage. Alors à Barcelone, la voiture était assez loin, même catastrophique et dernièrement Williams se battait surtout avec Sauber pour la dernière place du classement général. Je dirais qu'en performance pure, la Williams était derrière la Sauber à Barcelone. C'est, je veux dire, ça c'est clairement vu, hein, même au classement de la course, etc. Mais en Autriche, c'était un petit peu plus kiff-kiff. Et ici à Silverstone, la Williams était devant, ils ont très bien géré leur week-end. Non seulement la voiture avait de la performance, mais en plus de ça, ils ont été bons dans l'exécution. Et on va en reparler, mais sur des conditions changeantes tout le week-end comme ça, c'est primordial. Alors Albon se qualifie P9 le samedi, Logan Sargent P12 devant les deux V-Carb et Guanyu Zhou. D'ailleurs, petite stat, Logan Sargent se prend peut-être un 12-2 en qualif par Albon. Par contre, il a battu Sergio Pérez à 6 reprises, d'accord? Voilà, et on parle de Sargent qui devrait partir de la Formule 1 et se tourner vers l'IndyCar avec Prema par exemple, alors que Pérez a déjà été renouvelé. Bon. En course, le départ a été un peu houleux pour Albon et même pour Sargent. Tsunoda en profite, Leclerc aussi. Bon, Leclerc, lui, il va jeter sa course à la poubelle, à la stratégie. Il pouvait pas faire grand-chose, mais Tsunoda va rester devant les deux Williams toute la course. Sauf que, dernier relais, Williams met les médiums sur la voiture d'Albon, V-Carb met les softs sur la voiture de Tsunoda et effectivement,
Albon nous plante un nexté un peu ric-rac à Sto, où Tsunoda laisse pas vraiment beaucoup de place à l'extérieur. Le japonais pensait peut-être que Albon plongerait plutôt à l'intérieur, je suppose. Sargent était un peu plus loin à la P11, mais c'est bien Albon qui vient récupérer 2 points pour l'équipe de Grove, qui ne va pas encore amener d'amélioration pour les prochains Grands Prix. Il n'y a rien qui est prévu pour le moment, évidemment. Donc, faut faire un peu avec ce qu'il y a et faut absolument tout maximiser. Et donc, ils arrivent quand même à recoller à Alpine à 5 points, ce qui reste quand même un grand écart considérant ces équipes. Alpine qui d'ailleurs était au fond du trou ce week-end, 0 sur la fiabilité, 0 sur l'exécution, 0 sur la stratégie. Il n'y avait pas grand chose qui allait chez Alpine. Ouais, non, peut-être la cantine ça devait aller chez Alpine, mais le reste c'était l'enfer. Parce que oui, maintenant, Alpine ne se bat plus avec Haas pour une P7, mais avec Williams pour conserver la P8. La dynamique a encore changé, elle va encore probablement rechanger d'ici la fin de saison. Donc on a encore 12 courses pour voir comment ça va se goupiller, cette fin de classement. Bon, j'en ai déjà parlé la semaine dernière en Autriche, mais Hülkenberg continue de régaler, et Magnussen aussi d'ailleurs. J'ai arrêté de compter le nombre de Q3 d'Hülkenberg, mais le chiffre de 6 pour une équipe comme Haas me paraît assez insolent, si on peut dire ça comme ça. 6 comme sa place sur la grille, d'ailleurs, se permettant de mettre une petite tapette derrière la tête de Carlos Sainz, qui est toujours assez occupé à ne pas perdre au jeu des chaises musicales de la silly season. 6 comme sa position à l'arrivée, dans le rythme de Sainz, justement pendant une bonne partie de la course. La Haas, elle roulait bien fort, devançant du coup 2 Aston Martin, celle de Lance Stroll qui se permet lui aussi d'ailleurs de mettre une petite tape derrière la tête de Fernando en qualif et en course. Et donc en 2 courses, Nico Hülkenberg aura marqué plus de points que Sergio Pérez en 6 courses. Mais tout va bien, Sergio Pérez mérite amplement sa reconduction de contrat dans l'une des meilleures équipes de la grille, évidemment. Si on parle rapidement de Magnussen, il nous a aussi animé le GP avec quelques très belles passes d'armes et des dépassements comme on aime les voir. Alors oui, c'est un pilote qui est agressif et qui parfois dépasse les limites sur certaines défenses ou certaines attaques, mais on peut pas lui retirer que il nous fait quand même le spectacle tout de même, et même si c'était très animé devant, ça permettait d'animer un petit peu aussi derrière. Et donc Haas revient à 4 points de V-Carb qu'on pensait presque intouchable, un peu en no man's land pour le coup, pour se battre pour cette P6 du championnat. Et si Aston se bouge pas le derrière, attention quand même, parce qu'il reste 12 Grands Prix, c'est pas rien, surtout que les améliorations apportées à Silverstone marchent très bien pour Haas, et que c'est encore un petit peu compliqué pour Aston Martin. Alors dommage pour Haas de perdre Nico Hülkenberg qui partira dans ce qui ressemble un peu à un bourbier, j'ai envie de vous dire. Il va ronger son frein chez Sauber en espérant bien mieux rapidement, et on l'espère tous pour lui. Et justement, ce week-end, on a eu l'annonce de la titularisation d'Oli Berman, actuel P13 du championnat F2. Mais on va en reparler jeudi pour le coup. On devrait aussi avoir la confirmation de la venue d'Esteban Ocon dans l'équipe américaine selon Canal+, d'ici la trêve estivale probablement. Bien que le projet Williams ou Audi me paraissait quand même beaucoup plus intéressant pour le coup. Un James Valt aurait fait tellement de bien à Esteban Ocon pour le faire encore plus grandir en tant que pilote. Mais bon, on verra ce que ça donne. Probablement, ce sera Haas. Bon, on va parler de gâchis, donc on va parler de McLaren. Ça ne va pas du tout. Ils jettent assez régulièrement leurs courses par la fenêtre d'un point de vue stratégique et c'est relou. Alors, on n'en est pas au niveau aberrant de Ferrari d'il y a quelques années où des spectateurs non aguerris, par exemple, comprenaient que c'était le cirque sur les prises de décision. Là, on parle plus de détails, de manque à gagner, d'optimisation, d'exécution, mais qui fait très mal parce qu'en fait, on joue plus une P5 ou un potentiel podium, mais on joue des victoires, voire des doublés. Alors aujourd'hui, McLaren a la meilleure voiture du plateau au global en moyenne. Ça ne veut pas dire qu'elle est dominante. Il y a des circuits où elle va naturellement moins performer et d'autres un peu plus. C'est pas parce qu'on dit qu'une voiture est la meilleure que ça veut dire qu'elle est dominante comme une Red Bull de l'année dernière, par exemple. Bon. On a mis les points sur les i. McLaren a donc chié sur la stratégie, il n'y a pas d'autre mot, je suis désolé. 2 calls trop tard, un mauvais choix de pneus, un double stack pas fait, donc une opportunité à la poubelle. Comment passer de faire un potentiel doublé à faire P3, P4 ? Ils ont fait vraiment probablement tous les mauvais choix possibles. Le crossover des pneus slick à intermédiaire, c'est Verstappen qui prend le risque de s'arrêter un tour trop tôt entre guillemets, qui finalement était le bon tour puisque il va ressortir entre les Mercedes. Et puis il peut prendre cette décision Verstappen parce qu'il est justement dans le paquet, donc il a plus à gagner qu'à perdre, contrairement à McLaren qui est en tête de la course. Chez Mercedes et McLaren, on s'arrête directement le tour d'après, ça devient trop tendu, et on fait le double stack chez Mercedes, mais pas chez McLaren, où on laisse Piastri dehors un tour de plus,
mais évidemment un tour de trop. Piastri, qui était à ce moment l'un des plus rapides en piste, va tout perdre, le podium et même une chance de victoire, soyons tout à fait honnêtes. On a donc préféré assurer chez McLaren plutôt que de faire un double stack un peu brouillon, et donc ils ont perdu une voiture dans la bataille. Pour le crossover intermédiaire slick, c'est Hamilton qui prend le pari de passer les slicks. La piste est pas tout à fait prête, c'est encore un peu gras, mais ça peut le faire si les pneus chauffent et qu'on le fait bien, et surtout qu'on les met bien en route. Verstappen est un petit peu plus réticent au même moment qu'Hamilton pour le crossover. Il aurait bien voulu avoir un autre pilote qui puisse faire un retour, mais dès qu'on a dit à Max que Lewis Hamilton était au stand, le néerlandais il a fait OK, on rentre, on le suit, on y va direct. Ça choisit de base les softs pour Hamilton parce qu'il avait plus rien d'autre, je crois, en sachant qu'il fallait les faire tenir sur un relais entier, et chez Verstappen ça choisit les hard car plus de médium il me semble, et donc pour faire de la grosse attaque et pas se poser de questions de gestion, etc. C'était ce pneu-là qu'il fallait prendre. Donc Norris en tête se retrouve une nouvelle fois seul avec un tour de trop et pas savoir quoi choisir entre les softs et les hards de ses adversaires ou les médiums qu'il a à disposition. Casse-tête. Norris dit à la radio qu'il s'en fiche, Hamilton a l'air d'être le benchmark à ce moment-là, donc go les softs. Les médiums allaient être peut-être plus difficiles à monter en température avec Verstappen qui pousse derrière, et le outlap justement pour les mettre en route, ça allait être peut-être trop casse-tête. Et quand on voit la vitesse de Piastri avec les médiums en fin de course, eh bien on voit très clairement à quel point ils ont eu malheureusement tout faux sur leur stratégie avec Norris. Ils ont la voiture, mais toujours pas la bonne stratégie ou la bonne exécution. D'ailleurs, soit dit en passant, l'arrêt au stand de Norris où il s'arrête pas sur les marques, ça lui fait perdre quoi, peut-être 2 secondes, mais honnêtement, sur la toute fin de la course, ça joue pas parce que Verstappen serait quand même passé, il aurait pas rattrapé Lewis Hamilton. Donc il y a aussi ça à optimiser. Alors à la décharge de McLaren, c'est très difficile, en particulier dans ces conditions méga changeantes, de faire le bon call en étant premier, parce que la piste change tellement que tu as plus à perdre qu'à gagner, et si tu rentres au stand et que t'as faux, t'as perdu la tête de la course. Donc être premier dans ces conditions, c'est l'enfer, vraiment. Il a fallu attendre 57 Grands Prix pour voir Lewis Hamilton remonter sur la plus haute marche du podium, une première avec cette nouvelle génération de F1 datant de 2022. On l'a vu lutter en 2022 avec une voiture médiocre, faire quelques coups d'éclat avec des podiums, mais ça a toujours été Russell qui a pris le dessus. Et de pas grand chose parce qu'en qualif, les deux sont très proches, même si Russell mène un 12-3 face à Hamilton. L'écart moyen est de 90 millièmes de seconde, ce qui est absolument rien en qualif, donc ils sont méga proches. Mais on sent depuis quelques Grands Prix un Lewis Hamilton un peu plus en paix avec sa voiture, plus à l'aise, et ça se voit en piste. La Mercedes fonctionne, performe pour plein de raisons différentes, que ce soit avec des améliorations sur la voiture, sa compréhension, l'exécution en course, ça va beaucoup mieux à tel point qu'on a oublié Ferrari pour la bataille devant. Mais ce dimanche, Lewis Hamilton est vraiment allé chercher sa victoire, d'abord sur la piste face à George Russell, puis les McLaren étaient plus rapides en fin de relais avec des conditions changeantes, et il a repris le dessus sur le dernier relais. Fallait quoi qu'il arrive undercutter Lando Norris, et derrière fallait mettre en route les softs et ne pas trop les violenter pour faire tout le relais et surtout pouvoir garder du jus, parce que Verstappen en hard allait revenir et Norris, s'il avait mis les médiums, aurait été probablement aussi de la partie. Le dernier relais d'Hamilton en soft, je le répète, c'est vraiment une masterclass. Et vu comment Norris a tué ses softs et a eu du graining, c'est vous dire qu'il fallait aligner les tours propres, rapides, mais sans endommager les pneus. Et ça, faut beaucoup de compréhension, de l'expérience et du talent. Alors l'histoire, elle est belle, qu'on aime Lewis Hamilton ou pas, quand on voit toute l'émotion à l'arrivée, ça fait du bien. C'est un très beau moment de sport, ça fait plaisir. Verstappen qui vient féliciter le Britannique, tout comme les autres pilotes, etc. C'est beau. Et cette victoire, c'est pas de la chance, il est encore une fois allé la chercher comme je vous l'ai dit. Donc non, Lewis Hamilton n'est pas rincé, pas encore. Qui plus est, c'est le premier de l'histoire à gagner plus de 17 ans après sa première victoire, à gagner un Grand Prix après plus de 300 départs et de gagner 9 fois sur un même circuit. Alors la boucle, elle est bouclée avec Mercedes pour le Britannique. Tout ce qu'il se passera pendant le reste de cette saison sera du bonus avant de rejoindre Ferrari pour 2025. Très certainement que cette victoire peut lui servir de déclic pour continuer de performer sur 2024 et aller, pourquoi pas, en chercher d'autres. Alors comptablement parlant, il revient à un seul petit point de George Russell et se retrouvent tous les deux très proches de Sergio Pérez qui était il y a encore quelques courses P2 du championnat. Et même si McLaren semble encore loin, Ferrari lâche un paquet de points depuis trop de courses.
Comme Ferrari est P2 et pas performant en ce moment, Red Bull s'éloigne un petit peu plus avec un bon gros matelas bien confortable. McLaren P3 remonte difficilement sur Ferrari vu qu'il jette des courses à la poubelle. Et Mercedes est encore loin de tout ce beau monde. Donc en fait, on verra comment ça se passe sur la deuxième partie de saison, mais c'est un peu le statu quo. Si je peux dire, ça bouge pas des masses au classement parce que en fait les écarts sont tellement importants que c'est un peu difficile. Et comme les écarts en piste sont très réduits, tout le monde marque un peu des points dans tous les sens. Bon allez, je vous laisse avec le bonus, évidemment la FP1 de Isaac Hadjar avec une Red Bull. Qu'est-ce que ça fait plaisir et surtout la victoire en course principale alors qu'il s'était mis dans le bac la veille. Il est maintenant leader du championnat Formule 2 et ça c'est très beau, maintenant il faut aller au bout. Voilà, c'est la fin de ce Fast 5, j'espère qu'il vous a plu. On se retrouve jeudi pour parler de la jeunesse justement et on se retrouve pour d'autres vidéos évidemment d'ici là. Le Fast 5 du Grand Prix de Hongrie, c'est dans 2 semaines. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Ça fait beaucoup de d'ici là, mais d'ici là, bisous.